Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau talk de la Product Week organisé par la BPI Hub et TIGA, cabinet de conseil en Product Management et Product Design. On se retrouve cette semaine autour de 9 talks dédiés aux produits et aujourd'hui on va aborder notamment l'aspect schizophrène un peu qu'on peut avoir entre le discovery et la delivery. N'oubliez pas de poser des questions tout au long du talk, on prendra le temps d'y répondre tout à la fin. Je vous représente nos speakers, déjà bonjour à tous et merci d'être avec nous. Donc, je vais commencer avec toi, Solène. Donc, tu es ex-CPO et Head of Product de start-up dans la FinTech à New York et également dans la santé, que ce soit à Londres ou à Paris. Et actuellement, tu es Product Mentor et Product Manager Freelance pour Open Classroom. Merci d'être avec nous. Dimitri, tu es CPO actuellement de chez Aramis Auto. Auparavant, tu étais plutôt CTO chez lesfurets.com et tu as également une grande passion apparemment pour le delivery continuous. Tu nous en diras peut-être un petit mot tout à l'heure. Et puis on retrouve également Christopher. Bon, Christopher, est-ce qu'on doit vraiment te présenter? Je ne sais pas. Ça va faire 4 ans maintenant que tu es chez Meilleur Agent en tant que CPO. Tu as bien fait grandir ton équipe. Vous êtes 25, il me semble, à peu près. Et puis, dans le passé, tu as aussi animé le pôle Product Management de chez Octo. Donc, bravo pour ça. Et aussi quelques petites startups dont on reparlera peut-être. Je vous propose de débuter ce talk et revenir sur ce mot un peu qui pourrait faire remuer des sourcils que nous avons dans le titre de notre talk, c'est la schizophrénie. Pourquoi on va parler de schizophrénie, sachant que ici, on ne parle pas au sens trouble mental. On a un peu fait de l'abus de langage et abusé sur ce mot. On va plutôt en parler en termes de dédoublement, que ce soit sur l'aspect delivery et discovery. Dans vos carrières respectives, est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment un peu de dédoublement dans vos carrières ? On peut commencer, effectivement, on parle beaucoup du produit et de la tech comme deux entités qui sont gérées soit séparément, soit en binôme, avec du management séparé. Une approche souvent matricielle pour essayer de les réunir. C'est souvent des équipes rares dans l'entreprise qui sont rassemblées sans chef commun. Donc on a toute cette problématique-là dans les entreprises avec plein d'approches différentes parce qu'il n'y a pas une façon de faire du produit standardisé. On a certes parlé beaucoup d'agilité, mais qui est très orienté delivery quelque part, ou qui a au moins pris un pas delivery très important. Et on essaye là justement d'apporter toutes les connaissances et toutes les pratiques produits de plus en plus. Et moi personnellement, je suis en train de vivre ce dédoublement en passant de CTO à CPO. Donc j'ai changé de camp, je suis un repenti du delivery et on est là pour en parler. Donc un petit peu quand même. Ouais. Ok. Et pourquoi pour vous c'est si difficile de trouver un équilibre entre l'aspect discovery et delivery? Qu'est-ce qui est difficile? Je pense qu'on a vraiment on a plusieurs sujets. On a un sujet qui est un sujet de temps, qui est en fait assez difficile à trouver. Je pense qu'aujourd'hui, tout product people dans une équipe technique a toujours entendu les développeurs, ça coûte cher, c'est dur à trouver, il faut remplir le backlog. Et donc du coup, il faut toujours avoir un backlog qui est le plus plein possible. Ça, c'est une des premières choses. Et la deuxième aussi, sur ce mot un peu de dualité. Mais en fait, moi, toutes les équipes produits que j'ai vues m'ont toujours dit si seulement je pouvais faire plus de discovery, si seulement j'avais du temps, si seulement j'étais capable d'en faire. Et du coup, ce discovery, en fait, tout le monde veut en faire. Et quand on a l'opportunité d'en faire, ça ne se déclenche pas tout le temps et on n'en fait pas souvent. Et ça, je pense qu'on pourra revenir dessus. Il y a plein de raisons à ça. Mais donc voilà, ouais, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Solène, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce dédoublement aussi ? Je pense qu'en fait, dans le métier de product management, il y a vraiment l'alternance constante entre ces deux modes. Le mode discovery qui va être plutôt le mode de l'exploration, de l'innovation, et le mode delivery qui va être plutôt le mode de l'exécution et de l'efficacité, etc. Et en fait, les deux ont besoin d'aller ensemble, parce que sinon, on ne crée pas de produit. Mais c'est vrai qu'il va y avoir des questions sur comment arriver à alterner les deux de façon équilibrée, pour ne pas se retrouver dans des moments où l'un prend le pas sur l'autre. Moi, ce qui est intéressant par rapport aux expériences que j'ai eues qui étaient dans des startups assez early stage, c'est que quand on est au tout début, à la fois c'est assez naturel de faire constamment les deux, parce qu'on est dans un moment où on a besoin d'itérer constamment pour arriver au product market fit. Et en même temps, il va y avoir des moments un peu d'urgence, par exemple juste avant une levée de fonds, où là on va peut-être se concentrer plus sur la delivery, ou alors des moments où le déséquilibre il va venir aussi de l'équipe qui grandit et de l'entreprise elle-même,
qui se déstabilisent parce que, par exemple, l'équipe technique va grandir plus vite que l'équipe produit. Moi, j'ai eu le sentiment parfois d'être une sorte de goulet d'étranglement en étant la seule personne finalement qui allait faire le lien entre l'aspect technique et l'aspect métier et utilisateur. Et donc, c'est comment on arrive à... Et pourquoi en fait ces déséquilibres se passent et avoir des idées sur comment le résoudre et garder l'équilibre. Ce que je retiens dans vos deux partages, c'est qu'on a un problème au niveau du temps, j'ai l'impression. Je pense que le temps, en fait, c'est un symptôme. Après, il faut remonter à la cause. Pourquoi on n'a pas le temps? C'est aussi parce qu'on ne se le donne pas. Et là-dessus, moi, je pense qu'il y a une vraie raison pour laquelle on ne fait pas beaucoup de discovery, ou pas assez peut-être, c'est qu'on a tendance à sous-évaluer le risque qui est attaché à la valeur de ce qu'on crée. Donc on va avoir l'impression que finalement la discovery, c'est peut-être pas essentiel tout le temps, et que quand on a une idée, elle est géniale, et que notre produit il a beaucoup de valeur, et que du coup on va passer directement sur il faut aller vite, il faut passer sur la delivery. Et en fait, on risque au final de perdre du temps si on part tout de suite sur une mauvaise idée. Il y a un exemple qui est assez intéressant de ça, chez Google, qui est quand même du coup une belle entreprise produit sur laquelle il y a une belle culture de l'innovation, de la discovery. Mais eux aussi, ça leur arrive de faire des erreurs. Et donc en 2007, ils ont voulu créer un projet qui s'appelait Google Wave. Et l'idée, c'était à quoi ressemblerait l'email si on le réinventait aujourd'hui. Et donc c'est en fait plus ou moins l'ancêtre de Slack. Sur un outil collaboratif, on va pouvoir échanger des messages, des fichiers, des documents. En fait, ils annoncent en 2009 au Google I.O., qui est la conférence annuelle, le projet en grande pompe, en disant que c'est génial, et 3 ans après, ils ferment. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'ils ne se sont pas posé les 4 questions qui sont autour de la valeur, c'est-à-dire quel problème je veux résoudre, pour qui je veux le résoudre, comment les gens aujourd'hui le résolvent, et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils changent de leur solution actuelle à la nouvelle solution. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, eux, ils ne sont pas partis d'un problème, ils sont partis d'une idée en se disant à quoi ça ressemblerait l'email. Et puis, surtout, ils n'ont pas bien défini à qui était adressé ce produit-là. Et du coup, est-ce que les gens seraient prêts à changer de ce qu'ils avaient actuellement au nouveau produit? Et donc ça, c'est même un effet qui a été théorisé par John Gourville, qui s'appelle l'effet x9, où d'un côté, on a les entreprises qui vont surestimer la valeur de ce qu'ils créent par un facteur 3, et de l'autre côté, les utilisateurs qui vont surestimer ce qu'ils ont actuellement par un facteur 3. Et donc, pour pouvoir changer et switcher, et donc passer de l'un à l'autre, il faut vraiment que la valeur, elle soit là. Dimitri, je t'ai vu. Pour moi, au niveau du discovery, il y a quand même un éléphant dans la pièce énormissime qui s'appelle le CEO, le patron, qui arrive avec une solution et qui dit « faites ça ». Je pense qu'on a ça vraiment comme problématique en termes de delivery. Ça transforme tout en delivery. Et la question est justement là de nos équipes, de nos approches, de faire un peu lâcher prise pour sortir de cette solution toute faite à un problème qui est passé dans une discussion autour d'un restaurant et qui est probablement bonne, mais qui permet à tout le monde de décrocher. Donc là, c'est vraiment notre boulot à nous, c'est de faire en sorte qu'on a une solution qui passe, qui est imposée, qui est forcée, et c'est à nous de ne pas décrocher du discovery et de faire ce travail-là. Google, oui, ils ont une solution et peut-être en avance, plutôt que pas résoudre le bon problème, parce que s'il y a Slack derrière, c'est qu'il y avait probablement quelque chose. Mais ce que je découvre moi, là, en passant de CTO à CPO, c'est de remonter sur comment on choisit ce qu'on fait, quoi. Quel est le sujet, parce que c'est un peu comme le sélectionneur de l'équipe de France de football, c'est tout le monde a un avis, et l'équipe produit est exposée à tous les vents et tous les avis de tout le monde, et on a la responsabilité de décider ce sur quoi on travaille. Et ça, c'est difficile. Donc le temps là-dedans, c'est pas forcément le plus nécessaire, mais on est là pour décider sans être le décideur de l'entreprise. Donc on a ce rôle de conseiller en décision qu'il faut apprendre et qu'il faut structurer en équipe, quoi. Si je peux rebondir je trouve intéressant sur la partie du CEO, c'est qu'en fait, il faut voir aussi que lui, il vient d'un monde où l'entreprise était toute petite et il n'avait pas non plus la force de frappe pour exécuter sa vision. Et donc pendant très longtemps, en fait, lui-même a couru après le temps de développement et de delivery pour être capable d'exécuter sa vision. Il peut rester longtemps dans ce mode-là. Moi, je l'ai vu quand on est passé de 2 à 25, et moi, je passais de PM à CPO. Bon, mais maintenant, je vois comment on prend les décisions dans l'organisation. Là où avant, je pouvais être celui qui disait « encore une idée, qu'est-ce que je vais en faire ?» Et du coup, c'est aussi ça qui est intéressant. Et je pense que c'est ce virage à pas rater dont tu parlais tout à l'heure, Solène, de se dire l'équipe, elle grossit. Il peut y avoir des déséquilibres qui naissent. Et il y a un moment donné aussi où il peut y avoir un switch
un shift où on est capable, on n'est plus en train d'exécuter la toute première vision, à chercher le premier market fit, mais maintenant on doit faire de la recherche pour réorienter cette vision et la réadapter. Et je pense aussi que ça peut être très difficile, notamment pour des comités exécutifs, de se dire bon mais là je lâche prise, j'ai des équipes suffisamment bonnes, suffisamment formées, qui ont le temps, enfin tous les sujets dont on a parlé là, pour leur faire confiance et leur dire renseigne-moi sur ce que je dois faire, et du coup ensuite les laisser faire une fois qu'on leur a donné une idée. Oui, parce que normalement, on a une roadmap en début d'année, même en mi-d'année qu'on peut revoir. Comment on fait pour justement avoir cet équilibre également à travers sa roadmap, les objectifs de ses équipes aussi pour éviter de les rechambouler. Est-ce que vous avez des pistes? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Là, pour moi, c'est la question de l'organisation des équipes et notre responsabilité en tant que CPO de comment on structure l'approche, les outils, les pratiques, les commandes qui nous sont faites. Et pour moi, c'est cette discussion-là. On doit avoir un système en place. Donc, je pense qu'on a pas mal d'OKR, de principes qui aident dans la liste des problèmes à résoudre plutôt que des solutions à mettre en place. Donc ça, je pense qu'il y a des gens plus expérimentés que moi autour de la table. Donc moi, ça, c'est un aspect de dire quelle est la liste des problèmes à résoudre plutôt que la liste des projets à mettre en œuvre. Parce que nos métiers, côté produit, on a vraiment le project management, on a le product management et on a aussi un bout de tech parce qu'il y a l'architecture à bien comprendre, la technologie. Donc on a ces trois métiers-là à rassembler. Et pour moi, la clé, c'est de construire ensemble au niveau de l'équipe son process. Je pense qu'on a pas mal d'approches là-dessus, mais on doit construire son process. Il n'y a pas de process qui marche pour tout le monde. Donc, quelle que soit la taille de l'équipe, je pense qu'on a un process à concevoir en interne, expliquer pour pouvoir avoir cette approche qui, pour moi, est vraiment la liste des problèmes à résoudre. Et pour vous, il faut faire la discovery en continu ou il faut le faire ponctuellement parce qu'on a un besoin à tel moment? Chez nous, on s'est organisé, en fait, alors on a fait en fait la discovery en continu au début. Et donc du coup, au tout début, quand on commence, on est 3-4 dans l'équipe, on essaye d'en faire sur chacun de nos projets. Donc quand je veux dire continu, c'est à chaque fois qu'on va commencer quelque chose, on se dit on fait un peu de discovery dessus. Mais de notre côté, on peut dire que c'est quasiment ponctuel aussi, parce que c'est quand on lance le projet qu'on en fait, et après, est-ce que dans la phase de run, on en refait? La réponse était plutôt non. Et quand l'équipe a commencé à grossir et à se structurer, et là maintenant on est plus nombreux, donc je pense qu'on était une dizaine qu'on a commencé à vouloir faire ça, on s'est dit on va prendre des gens de l'équipe, donc product designer, product manager, les mettre ensemble et leur permettre de faire de la recherche sur des sujets un peu de fond. Donc on a construit ce qu'on appelait une équipe de recherche, qui est une équipe en fait qui travaille tout le temps, tout au long de l'année pour faire de la discovery en continu et alimenter le comité exécutif, alimenter le process de décision de roadmap, le process d'OKR, tous les process dont on ne va pas refaire, il y a plein de talks dessus, on ne va pas refaire tout ça. Mais donc du coup on a commencé à faire ça nous quand on était plutôt une dizaine. Donc au début c'était plutôt assez ponctuel, on essayait mais justement de partir des solutions qu'on nous exposait pour revenir au problème. Ça moi c'est une conviction que j'ai. Les utilisateurs ils nous diront toujours des solutions, ça ne changera jamais, on n'y arrivera jamais, on a beau les éduquer, essayer de leur dire si, c'est quoi ton problème, pourquoi. En fait c'est notre travail de remonter à ce problème-là et ensuite d'aller faire la recherche et faire le bon discovery sur ce problème. Et par contre, à une certaine taille, je pense qu'on peut commencer à avoir, j'allais dire ce luxe, c'est pas ce luxe, c'est en général la taille va aussi avec la vie de l'entreprise. L'entreprise grossit, c'est que ça fait des années qu'elle est là et donc il faut aussi chercher de nouvelles choses. Et donc mettre du discovery continu, je pense que ça nous aide aussi à trouver de nouvelles solutions ensuite. J'en profite pour vous rappeler, n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra à la fin du talk. On parle de certains mots qui peuvent vous paraître peut-être étrangers, comme OKR, objectif qui résulte. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y a aussi, comme le disait Christopher, des replays en ligne pour expliquer ce que c'est cette méthode et comment on peut l'appliquer à ses équipes. Pour l'instant, restons quand même sur le Discovery Delivery. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on peut quand même avoir un certain décalage entre les équipes produits et les équipes tech. Comment on fait pour justement éviter d'avoir ce décalage et de se dire « Ah bah là, ce sprint, bon, j'ai pas grand-chose, mon backlog est un peu vide ». C'est un peu la peur du PM. En tout cas, moi, perso, j'ai un peu peur de ça, de mon côté. Est-ce que vous avez des solutions pour contrer ma peur? Mais je pense qu'en fait, on revient à la question de pourquoi on fait les choses. Et du coup, arriver à inclure l'équipe technique le plus tôt possible, en tout cas pour ceux qui le désirent dans la discovery, c'est hyper important. Et nous, c'est ce qu'on a fait quand on a réagi à ce goulet d'étranglement dont je parlais juste avant. Donc c'est d'arriver à inclure vraiment toute l'équipe produit et l'équipe technique ensemble autour du problème et de pourquoi on fait les choses. Et donc nous, un exemple de ce qu'on avait fait là-dessus, c'est remplacer dans le Scrum le meeting qu'on appelle le Feature Agreement. On se rejoint tous pour discuter en fait de la fonctionnalité et s'aligner. On l'avait remplacé par le Problem Agreement. Et donc là, tout le monde était réuni et prenait un moment pour comprendre le problème.
Et ça permet de s'aligner vraiment en amont sur pourquoi on fait les choses, est-ce qu'on est bien sur le bon problème et comment on va mesurer qu'on l'a résolu. Ça, c'est une des pistes, mais qui est clé en fait, pour arriver à embarquer tout le monde autour de qu'est-ce qu'on fait et pas juste avoir une équipe technique qui attend des tickets. Que ce soit descendant. Ouais. Et puis surtout, ce qui est très dommage, là, on parle de discovery, c'est de l'innovation aussi. Et en fait, l'innovation, une culture d'innovation, c'est aussi une culture où chacun peut arriver avec une solution. Et l'idée, elle peut venir de n'importe qui. Et ça, c'est hyper important de l'encourager parce que c'est ça qui va faire qu'on va réussir encore mieux à résoudre des problèmes compliqués, parce que c'est quand même notre travail, et de le faire ensemble pour trouver des solutions qu'on n'aurait pas trouvées sinon. C'est vrai que là, Solène, tu as commencé à aborder cet aspect mindset, mais ça me fait aussi penser par exemple aux compétences. La discovery, ça s'apprend, vous l'avez cité, c'est pas forcément standardisé ou processé de la même façon pour toutes les entreprises. Est-ce que quand on recrute un product manager, il faut que dans les critères de recrutement, ce product manager ait déjà des compétences sur cet aspect discovery, d'après vous? Dimitri, peut-être. Moi, ma perception, elle est qu'il ait une connaissance ou non, c'est pas mon critère principal. Pour moi, c'est vraiment est-ce qu'il y a la pratique. Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est même si on sait, on a du mal à pratiquer. Et pour moi, c'est la pratique qui est plus importante que la connaissance parce que ça va arriver aussi avec le terrain et c'est vraiment un cercle vicieux. C'est si on ne pratique pas, on n'aura pas la connaissance et on ne le pratiquera pas directement et du coup, on n'en profitera pas. Donc pour moi, il faut vraiment réussir à casser ce point-là et pratiquer, même mal au départ, mais se forcer et se structurer peut-être même dans le processus de se donner des activités de discovery pour justement engendrer ça. Quant au recrutement, peut-être que si personne n'a la pratique dans l'équipe, justement recruter des gens qui ont la pratique ou la connaissance accompagnée de la pratique pour amener ça dans l'équipe. Mais pour moi, ce n'est pas un critère de recrutement en tant que tel, quoi. C'est notre responsabilité de le faire. Vous êtes d'accord avec ça, Solène, Christopher? En fait, moi je pense que quand on recrute quelqu'un, notamment sur le produit, il y a beaucoup de choses qui sont importantes sur les soft skills. Il y a un bouquin qui s'appelle l'ADN de l'innovateur, de Jeff Dyer, qui dit justement qu'il va y avoir des compétences différentes pour l'un et l'autre. Les compétences pour la discovery, c'est des compétences de questionnement, d'observation. Et les compétences pour la delivery, ça va plutôt être des compétences d'attention aux détails, d'organisation et tout ça. En fait, c'est des compétences qui sont clés dans le métier de product management. Donc je pense que c'est important de les évaluer dès le début, dès le processus de recrutement. Après, je suis complètement d'accord sur la pratique, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est des compétences qui sont au centre du métier de produit, mais qui vont se retrouver aussi dans l'équipe technique, dans l'équipe design. Et donc c'est important de tous pratiquer. Et puis c'est dur aussi d'être bon aux deux. Donc il y a aussi des marges d'évolution là-dessus. Christopher, toi avec ta grande équipe, maintenant de 25 personnes, j'imagine qu'il y a forcément des process qui ont dû se mettre en place, de la standardisation entre vous. Alors il y a deux choses. Sur le recrutement, effectivement, on ne cherche pas des gens qui ont une compétence en discovery, donc pas forcément. Par contre, on a un parcours carrière qui dit qu'à un certain niveau, on en attend quand même. Donc ça va dépendre. On recrute beaucoup de juniors, des confirmés, des seniors. Donc là, ça va un peu dépendre. Un senior, on attendra ce qu'il en ait déjà fait. Juste sur le recrutement, ce qui est rédhibitoire pour nous, par contre, c'est quelqu'un qui nous dit « Moi, dans mon organisation, on n'en faisait pas, on ne m'a jamais donné l'autorisation d'en faire, donc j'en ai jamais fait. » Ça, c'est KO technique immédiatement. On en reparlera après sur le mindset, mais en tout cas, l'organisation a besoin de preuves que le discovery fonctionne si elle n'en fait pas, et donc du coup, il faut se lancer à un moment donné pour le faire. Donc ça, c'est sur le recrutement. Après, sur la structuration, nous, on a choisi de structurer notre process de discovery, donc de se mettre d'accord sur un certain nombre d'étapes, 4 étapes, qui sont inspirées du Lean Startup. Voilà, avec l'outil Lean Canva, et, voilà, on ne va pas rentrer dans tous les détails là-dessus. Mais... Plein de mots-clés, pareil, que vous pouvez retrouver en ligne. Tout à fait, on publie beaucoup de choses chez Meilleurs Agents dessus, donc si le détail vous intéresse, vous pourrez regarder même nos parcours carrière, tout est public. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire, donc, on a 4 grandes étapes, tu parlais aussi d'un process en 4 étapes, c'est assez proche, et se dire dans chacune de ces étapes, voilà les types d'outils qu'on va pouvoir manipuler et utiliser. Et ensuite, nous, en tant qu'équipe, quand quelqu'un nous rejoint, on va le former à ces différents outils, soit par de la pratique dans des projets, soit en faisant binômer avec quelqu'un de plus senior. Et on va aussi avoir ce qu'on appelait, nous, en équipe, alors on appelle ça les ateliers du midi, parce que c'est le midi, on n'est pas très inspiré à un niveau non des sujets. Mais en gros, c'est toute l'équipe produit prend une de ces pratiques, un de ces outils, et essaye de le dérouler sur un projet fictif.
pour s'entraîner. Et donc du coup, vraiment, on s'en fiche que les gens arrivent chez nous et connaissent des outils. Donc tous les mots-clés que je vous dis là, si vous ne les connaissez pas et que vous voulez postuler chez nous, postulez, il n'y a pas de souci. Par contre, une curiosité et une envie de pratiquer, ça c'est vraiment deux choses qui sont essentielles. Et comme je disais, c'est du soft skills et c'est de la pratique. Et je pense qu'on peut le faire dans tous les contextes. C'est pas juste en fait dans un contexte d'organisation qui te laissait le faire que tu le fais. Ok, très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Dimitri, sur cet aspect-là? Non, mais c'est quoi? Moi, j'ai une petite chanson là qui tourne en boucle entre Do the thing right, qui est la question du delivery, donc on doit bien faire. Et ça, quelque part, on peut dire que c'est un problème presque résolu avec le software craftsmanship, toutes les pratiques, énormément de communication et tout ça. Par contre, do the right thing, bien choisir, ben là, on a encore du travail. Alors moi aussi, je découvre aussi cette partie-là, mais c'est vraiment un autre domaine et de le structurer, de communiquer, de contribuer, c'est important, mais c'est choisir ce qu'on veut faire et tout aussi difficile, quoi. Donc voilà, c'est la petite chanson qui est derrière et qu'on doit rejoindre. Et le dernier point pour moi, c'est qu'il faut vraiment inviter effectivement la tech dans le discovery. Ce n'est pas un métier, le discovery, c'est une activité. Donc du coup, c'est vraiment pour tout le monde, pour toute l'équipe. Si on a de plus en plus des feature teams, si on est en matriciel, c'est justement pour ça. Pour moi, c'est vraiment la seule justification du matriciel, c'est pouvoir partager ces activités-là, quel que soit le métier des personnes. Sinon, on se retrouve en silo et à oublier le pourquoi. Et si je peux, une anecdote sur ça, pour aller dans le prolongement de ce que tu dis, on a aussi des moments où en fait l'activité de delivery va servir des éléments de discovery, parce qu'en fait on a besoin de mettre des choses en prod pour tester. C'est pas l'activité principale, mais ça arrive. Et du coup, j'ai vu les deux types d'équipes, les équipes qui n'étaient pas embarquées et qui du coup freinent des cas de fer parce qu'elles voient le PM arriver gros comme une maison, qui dit ça c'est un test, t'inquiète pas, on va l'enlever. En fait, on l'enlève jamais une fois que ça marche, on prend jamais le temps de le faire propre. Ça crée des tensions dans les équipes. A contrario, quand l'équipe elle est hyper investie, elle comprend ce qu'on fait, elle comprend que peut-être on fait de la dette temporairement et puis plus tard on remboursera. Donc ça aussi c'est hyper intéressant. Je pense que ça fluidifie vachement la relation aussi. Et comme tu dis, j'aime beaucoup, je vais le garder ça, de dire c'est une activité, c'est pas un métier. Tu as entièrement raison. Bon, je ne l'ai pas inventé. Mais Non, mais je dirais que c'est toi pour les prochains. Non, mais c'est sûr. Là, chez les Furets, on avait une activité de refine après la mise en production. On avait vraiment au niveau de l'équipe, on s'est dit la mise en production, c'est pas l'arrivée. L'arrivée, c'est est-ce que ce qu'on a mis en production marche comme attendu. Donc ça, pour moi, effectivement, c'est ce que tu dis, de remettre le discovery dans la boucle, il revient à la fin. Et si les PM ne font pas attention à est-ce que ça a marché et préfèrent plonger dans le backlog, ils se reconnaîtront. Moi, ça avait tendance à m'agacer et on venait en discuter en tant que tech aussi, dire est-ce que ça a donné les résultats, est-ce qu'on le démonte. En fait, c'est si ça ne marche pas, on le démonte. Mais c'est la tech dit si ça ne marche pas, on démonte. C'est pas grave de démonter, mais il faut dites-nous si ça a marché et puis on fait les tests et on est vraiment dans la partie discovery active qui est ultra intéressante, quoi. Alors juste avant de passer au takeaway et aux questions, là pour résumer, on a parlé donc du temps, des méthodes, des compétences, un peu de mindset aussi avec toi, Solène. Pour vous, est-ce qu'il y a un bon mindset? Est-ce qu'il y a des valeurs essentielles pour pouvoir porter ces sujets? Moi, je pense que oui. Je pense que effectivement, le sujet le plus profond, c'est le sujet de la culture d'entreprise, qui va permettre ou pas de faire émerger ces idées sur l'innovation et cette bonne exécution sur la delivery. Et typiquement, il y a peu d'entreprises qui arrivent à faire très bien les deux. Peut-être que Amazon, c'est un bon exemple. Mais en fait, ça va être des cultures où à la fois on encourage les gens à s'exprimer, à essayer. Et si je reprends mon exemple de Google Wave, quand il y a eu cet échec, ça a été important, par exemple pour Google, de quand même récompenser les personnes qui avaient travaillé là-dessus. Et parce que finalement, c'est ça la culture, c'est qu'est-ce qu'on récompense et qu'est-ce qu'on blâme, voire qu'on interdit. Et donc c'est aussi là qu'on revient à ce qu'on se disait au tout début, c'est-à-dire que c'est le leadership qui va porter quand même cette culture, avec notamment le CEO. Mais c'est vraiment important d'arriver à avoir un environnement où on peut s'exprimer. Parce qu'en fait, je pense que c'est la raison principale pour laquelle on ne fait pas assez de discovery, c'est qu'on ne nous le demande pas, quoi. Et on n'a pas la place de le faire. Je te sens souriant. souriant. Je suis bouillant, mais c'est parce que j'ai un livre en tête aussi qui est le bouquin Empowered de Marty Kagan qui vient de sortir justement pour sortir de solutions toutes faites pour tout le monde qui vont marcher, qui vont scaler, sans parler de l'agile à l'échelle et compagnie. Là, c'est plutôt au contraire, c'est chez qui ça marche et chez qui ça a marché. Et c'est une étude de quelles équipes arrivent à le faire. Et pour moi, c'est peut-être un petit peu en contradiction. Il ne faut pas attendre qu'on nous le demande, le discovery. C'est ce que tu disais. C'est éliminatoire. Si on ne le fait pas nous-mêmes, on n'a rien à faire côté produit, quelle que soit la demande. Et derrière, le dernier mot, pour moi, c'est
on doit réussir à faire en sorte que l'entreprise nous délègue le discovery. Donc c'est une négociation, c'est à nous de le demander s'il n'y est pas, de l'expliquer pourquoi, mais il y a une vraie délégation de l'animation du discovery par l'équipe produit, sinon je ne sais pas trop ce qu'elle a à faire dans l'entreprise, quoi. Soit l'entreprise décide qu'il n'y en a pas, soit s'il y a une approche produit, il faut qu'on soit en animation de cette activité, de décider quelle est la bonne chose à faire, quoi. Il parle beaucoup de coaching, en fait, justement du leadership pour arriver à créer en fait, cet environnement qui va être fertile pour laisser les équipes produits travailler sur des problèmes. Enfin, là-dessus, je suis d'accord avec vous. Après, j'ai vu, moi, beaucoup d'organisations qui n'avaient pas... j'ai rarement vu le leadership arriver dans la salle et dire bah, « go, on se met… » Enfin, je caricature un peu, hein, c'est pas ça qu'on dit, mais se dire bah, « go, c'est bon, il y a une culture, etc. » Moi, j'ai vu surtout beaucoup d'individus dans des équipes produits mettre énormément d'énergie pour changer les choses. C'est aussi pour avoir un message d'espoir, parce que je ne voudrais pas qu'à la fin de notre call, qu'on se dise « bon… » Alors mon boss il m'a dit Discovery bof, mon CEO il me donne des idées, bon ben non, il faut que je démissionne. Non, c'est pas ça l'idée, je pense qu'il y a vraiment une grosse énergie à mettre pour prouver. Et moi j'ai vraiment cette obsession-là, je repense au début chez Meilleurs Agents, quand on est arrivé, moi on m'a recruté en disant ben, viens on va monter une équipe produit, il y aura culture produit qui se met en place. C'est vrai, mais quand tu arrives, tu as le CEO, tu as les fondateurs, tu as du taf quoi, pour que ça change. C'est une anecdote et on en rigole aujourd'hui, mais les premiers tests utilisateurs qu'on a fait, j'avais un product designer avec moi, et quelqu'un dans la salle, je ne dirai pas qui, lui a dit bah, c'est bien, tu as vu 5 de tes potes, maintenant on fait quoi? On fait un truc sérieux? Fin de la discussion. Et là tu te dis bon, c'est un peu rude comme retour, mais du coup, il ne s'est pas démonté, il a continué de faire les choses, il n'avait pas forcément l'autorisation de l'organisation ou la demande de l'organisation. Il avait l'autorisation, pas la demande de l'organisation. Et du coup, ça a permis de faire des choses et petit à petit de montrer. Donc, il s'est mis à live streamer dans une salle. Alors, c'était un peu le placard au fond de Meilleurs Agents où tu pouvais aller regarder les gens passer les tests utilisateurs. Et puis, les gens se sont dit, tiens, c'est sympa. Puis, le comité de direction est venu. Puis, ils se sont dit, tiens, c'est sympa. Et puis, petit à petit, ça a changé les choses. Donc, moi, c'était plus ça sur quoi je voulais rebondir. Ça a mis quand même, je dirais, 2 ans et demi à ce qu'on ait une vraie culture du discovery. Donc, c'est long. C'est épuisant pour les gens qui poussent ça et qui sont les moteurs dans l'organisation. Et il y a toute l'inertie à faire bouger avec eux. Mais par contre, quand c'est bien fait et qu'on pense à embarquer tout le monde, les techs, comme vous disiez, le comité de direction, etc., ça peut vraiment faire des grands changements. Donc, c'est un peu ça le message d'espoir sur ce point-là. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, si vous vous dites à la fin de ce talk que j'ai envie de mettre ça en place, le niveau d'énergie et d'effort à mettre de votre part à titre individuel pour que l'organisation vous donne aussi les clés du camion à un moment donné. Et comme tu dis, qu'il y ait cette négo qui ait lieu pour animer le discovery. Exactement. C'est vrai que c'est quelque chose à ne pas sous-estimer. Merci de le rappeler, Christopher. Sortant de ce talk, n'ayez pas peur. Oui, ça peut prendre du temps. On arrive à la fin de ce talk. Avant de passer aux questions, donc n'hésitez pas à continuer de les poser. Est-ce que vous avez un takeaway à partager à nos participants qui nous regardent aujourd'hui? Allez, ouais. Dimitri. Très bien. Moi, un petit peu sans surprise, c'est l'idée du product continuous delivery. C'est de dire, pour moi, ce que je garde en tête, c'est est-ce que les gens regardent la prod, le terrain et les clients existants. Et là, on peut difficilement se tromper quand on est face à ces éléments-là. Et d'arriver à réconcilier l'ensemble par petites itérations en ce qui me concerne, mais d'avoir vraiment un regard commun sur le même problème à résoudre. Pour moi, c'est vraiment mon approche. Et quand je sens qu'il y a des projets qui ne sont pas en train de résoudre un problème client, quand je sens que des gens ne sont pas en train de regarder le terrain, donc on a une pratique qui s'appelle le Gemba, côté Lean Management, qui est vraiment de faire venir tout le monde sur le terrain et constater l'existant. Là, je pense qu'on a les bonnes discussions et on pointe les bons problèmes à résoudre. Donc voilà, c'est regarder, faire en sorte que tout le monde regarde la production, pour moi, me rend plus en confiance. Toi, Solène, est-ce que tu as un takeaway aussi ? Oui, en fait, il y a une jolie phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Si vous voulez construire un bateau, ne rassemblez pas vos hommes et femmes pour leur donner des ordres, leur expliquer tout dans les moindres détails et leur dire où se trouve chaque chose. Mais si vous voulez construire un bateau, faites naître dans le corps de vos hommes et de vos femmes le désir de la mer. » Et moi, je trouve qu'en fait, c'est l'idée du sens derrière qui est hyper importante et qui va réussir à aligner tout le monde parce qu'effectivement, Discovery Delivery, c'est juste un couple de pourquoi et comment. De la même façon que leadership et management va ensemble et de la même façon que du coup, on a besoin de tous s'aligner autour du sens. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu dans la santé notamment et je trouve que c'est très très puissant en fait. Quand on arrive à aligner toutes les équipes autour de pourquoi on fait les choses, ça permet chaque jour en fait de se reposer la question et d'équilibrer vraiment les deux en tant que moyen d'arriver à un objectif.
Et toi, Christophe? C'était très beau. C'est vrai que Exupéry, c'était très très beau. Je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, arriver en dernier sur les takeaways, c'est toujours compliqué. Non, mais plus sérieusement, je pense qu'il y a le sujet, pour moi, de se former et de peut-être pas trop se prendre la tête sur les outils. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui disent j'ai envie d'y aller, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse plutôt. Donc, on a dit quelques mots-clés, nous, OKR, machin, etc. Au-delà de ça, je suis assez d'accord, c'est un mindset. Et c'est une envie collective, donc il faut vous former, mais en fait, peu importe, passez pas trop de temps à vous dire est-ce que je fais un design sprint, est-ce que je fais du lean startup, quel est l'outil que je fais, c'est plutôt prenez-en un, lancez-vous, commencez à le faire, amenez des preuves, et là, il va se passer quelque chose. C'est un peu le test and learn. Exactement. Tout bon product manager. Allez, on passe aux questions.